contingence technique. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Maëlys de Kerangal, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous répétons cette formule à l'envi à chaque fois que nous accueillons un auteur, mais encore une fois, la formule n'est pas galvaudée. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la publication et l'arrivée sur nos tables d'un monde à portée de main, votre dernier ouvrage. Alors, nous comptons évidemment parmi les libraires qui vous suivons depuis longtemps, que ce soit Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, puis évidemment Réparer les vivants, qui avait été chez nous un ouvrage extrêmement majeur, que nous suivons évidemment en poche. Vous voyez, je ne vous mens pas, c'est une des préférences de la procure. Donc nous étions extrêmement impatients lorsque nous avons vu arriver votre livre. Alors, voilà, donc d'abord une grande impatience, et puis ensuite je dois avouer que nous sommes extrêmement fiers de recevoir une des stars de la rentrée littéraire. Donc vous êtes évidemment sur le podium de nos meilleures ventes, donc je dirais qu'à la fois pour notre plaisir de lecteur et pour notre plaisir de commerçant, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Alors, pour être tout à fait honnête, votre roman nous a un peu surpris. Donc d'abord, puisque après Réparer les vivants, qui était un roman choral, vous vous centrez sur le destin de 3 personnages. Et même d'une, avec deux de ses amis qui gravitent. 3 lieux nous ont aussi surpris, je les ai notés. Il y a cet institut dont on parlera, c'est l'Institut de peinture de Bruxelles, rue Métal, qui est un lieu qui est tout à fait atypique. Ensuite, vous arrivez à nous emmener à la Cinecittà pour terminer en Dordogne, dans les grottes de Lascaux. Donc un voyage qui nous a aussi surpris. Et puis, les 3 dimensions que vous convoquez nous intéressent, la condition animale, la condition végétale et le minéral. Alors pour commencer, je voudrais d'abord que vous nous parliez un peu de ce personnage. Alors, évidemment, nous avons le personnage central, nous avons évidemment Paula, mais parlez-nous d'abord, pour commencer, de ces personnages. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter leur histoire? Alors l'histoire, c'est celle de Paula Karst, qui est une jeune femme qu'on va suivre entre ses 20 et 27 ans, et elle est copiste, elle est peintre en décor. Et en fait, ce que l'on va suivre, c'est son apprentissage, puis ses chantiers, et enfin son arrivée à Lascaux. Et moi, j'ai eu envie de raconter cette histoire-là parce que, en fait, j'avais envie d'atteindre la préhistoire. Au départ, j'avais vraiment le désir de travailler sur le motif de la préhistoire, et c'était avant d'écrire Réparer les vivants. Et c'est un monde qui m'attire beaucoup parce qu'aussi c'est le temps d'avant l'écriture, c'est un moment où l'écriture voilà, n'existe pas encore, le temps d'avant, et du coup peut-être que c'est un temps d'oralité, un temps de légende, enfin, en tout cas je trouve que c'est un temps vraiment très mystérieux. C'est aussi le temps de la trace, et de l'imagination, c'est-à-dire qu'on reconstitue des mondes à partir de fragments. Voilà. Et quand j'ai recommencé à écrire après Réparer les vivants, je suis allée sur les facsimilés, notamment Chauvet, puis sur le facsimilé de Lascaux, et les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai observées, travaillées, c'était des peintres qui avaient été formés dans des écoles d'art. Et en fait, sous mes yeux, il y avait quand même la collusion entre un monde qui était donc le monde de l'art, du spectacle aussi, puisque je me souviens que la scénographe qui mettait en place le facsimilé de la grotte Chauvet était quelqu'un qui travaillait pour Ariane Mouchkine, vous voyez, qui était scénographe de théâtre. Et donc il y avait la collusion du monde de l'illusion, du théâtre, du cinéma. Ils étaient tous passés sur des décors de cinéma. Et puis le monde de la science, de l'archéologie, de l'histoire, de la philosophie. Vous voyez, et c'était un peu la collusion de ces mondes. Et ça m'a beaucoup intéressée ensuite de travailler sur, d'essayer d'approcher un personnage de copiste et de retracer un parcours de copiste qui pourrait justement être une forme d'initiation jusqu'à atteindre ce facsimilé. C'est ce qui m'a donné vraiment envie, c'est quand même une approche de terrain. C'est là où le livre s'est un peu décentré. C'était plus le chantier du facsimilé de Lascaux. À un moment donné, je me suis dit que ce serait génial d'écrire ça. Justement pour ces tas de collusions différentes, entre différents mondes et entre différents savoirs surtout.
j'ai isolé vraiment un personnage qui est devenu Paula, qui n'a pas été seule très longtemps, parce que dans cette école, elle rencontre des gens, et elle rencontre notamment un garçon avec lequel elle va nouer une relation forte. Alors cette relation n'est pas simple, elle est forte, on en parlera, et pour rencontrer plus en avant Paula, alors je le dis et je vous cite, elle ne semble pas tout à fait conforme aux canons anatomiques. C'est ce que vous disiez. Et alors je vous propose que pour bien... j'ai sélectionné un paragraphe, un passage qui me semble très intéressant sur le strabisme de notre personnage. Alors nous sommes page 181. Or, à l'époque de la photo, il y a bien sur la figure de cette petite Paula de 8 ans quelque chose de bizarre, de désaxé, une anomalie. Elle a une coquetterie dans l'œil. Elle a un œil qui dit merde à l'autre. Ses cousins louchent en s'asseyant à table et s'esclaffent. Tu ressembles à Dalida. Ils écartent leurs mains à tout bout de champ sous son nez. Combien j'ai de doigts? Mais cela ne fait pas rire la fillette qui préférerait 100 fois être conforme au canon anatomique, les yeux bien parallèles et le regard droit. On s'acharne à rectifier cette malfaçon lors de séances d'orthoptie épuisantes, où l'enfant avance son petit menton dans un synoptophore et visualise toutes sortes de figures qu'elle doit compter, ordonner, décrire. Peu avant l'été, afin de rééduquer une bonne fois pour toutes cet œil gauche sorti de son axe, cet œil indocile, afin de le faire travailler puisqu'il a été décrété paresseux, tir au flanc, du genre qui laisse faire tout le boulot aux collègues, une expression que Paula n'a pas comprise, l'orthoptiste prescrit le port permanent d'un cache-œil sur l'œil droit. L'enfant s'affole, mais ce qui aurait dû être l'été de sa disgrâce est celui de son triomphe, l'été triomphant. Le cache-œil lui accorde une aura d'héroïne, elle devient l'enfant singulière, l'enfant cyclopéenne, pirate, éborgnée, suscitant l'attention des grandes personnes, intriguant ses cousins, effrayant les plus jeunes. Merci, c'est un passage qui arrive à peu près au milieu de l'ouvrage. Et effectivement, on découvre dès les premières pages que Paula, effectivement, a ce petit problème de strabisme. Et c'est assez intéressant de voir comment vous avez cherché à décrire ce personnage central avec cette petite différence. Mais je trouvais que cette différence s'exprimait aussi chez Kate et chez Jonas. Ils ont des profils un peu atypiques, vos personnages. Alors, c'est des copistes qui ont tous quelque chose aux yeux, en fait. Moi, j'avais envie que leur corps, leur apparence physique manifeste quelque chose de leur passion, de leur métier. Paula, elle a ce strabisme qui fait que on pourrait penser qu'elle voit les yeux, elle a un angle de vue qui s'élargit. Et Jonas, lui, il a toujours une casquette, donc il a toujours les yeux dans l'ombre, les yeux en retrait, alors qu'il est le surdoué de l'école, et c'est un petit peu comme sur les portraits de Rembrandt. Sur les portraits de Rembrandt, il y a vraiment ces moments où le peintre, sur ses autoportraits, se peint toujours avec une visière ou alors un galurin qui fait qu'il a toujours au moins une moitié du visage caché. Ça, pour moi, c'était une indication assez forte que le peintre se peigne, lui, comme ayant toujours le visage dans l'ombre. Et puis, et Kate, elle a des tatouages surtout, elle a les bras tatoués de poissons, et le poisson joue un rôle assez important dans ce livre, des baleines, des squales, des dauphins, etc. Et en fait, ils ont quand même des apparences assez atypiques, mais c'est surtout les yeux de Paula et de Jonas qui m'intéressaient. C'est surtout en ce sens-là que c'est parce qu'ils sont copistes, qu'ils doivent apprendre à voir, et donc ils ont ce truc aux yeux, quoi. Et alors, comment Paula est arrivée justement à devenir copiste? Vous le dites, on qualifie à l'envie votre roman de roman d'apprentissage, puisqu'on sent que c'est cette jeune femme qui est en fin d'adolescence, qui se cherche un peu, qui tente des choses à la fac, mais finalement, un jour, à la surprise même de ses parents, d'ailleurs qui sont très beaux, vous avez très très bien campé, les deux parents très bienveillants, très amoureux l'un de l'autre, c'est un très joli couple.
Comment arrive-t-elle comme ça à Bruxelles, dans cet institut dont on parlera, qui est aussi un lieu très marquant de votre livre? En fait, c'est une fille qui est assez flottante au début du livre. Elle est très imprécise et elle n'a pas du tout de vocation, mais il se trouve que lors d'un entretien pour rentrer dans une école qui est l'école de la rue du Métal, elle va être un peu magnétisée, un peu emportée, parce qu'elle va découvrir dans le vestibule de l'école, c'est-à-dire ce moment où elle se laisse prendre dans les trompes pour l'œil, dans l'illusion en fait. Le vestibule de l'école est couvert de parements de marbre, de bois, de stuc, de colonnes, il y a même des feuillages, une mésange, il y a des cieux, etc. Et finalement, elle va se rendre compte que, voilà, que par exemple les marbres sont de la peinture. Elle est même trompée d'ailleurs. Elle est même trompée, et après elle va parler avec cette femme et elle va être totalement happée. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose un peu comme ce qui pourrait être une espèce d'appel, une espèce de vocation, hein, au sens de la vocation, au sens de vocare, être appelée. Elle est appelée dans cette école, c'est assez brutal. D'ailleurs, en sortant, elle reçoit une forme de baptême, un peu comme les prêtres qui sont ordonnés d'ailleurs. Il reçoit un coup sur l'occiput. Et elle il y a un vol de corneille et elle se fait baptiser comme ça, et l'initiation va commencer. Et alors racontez-nous ces cours, parce que finalement la formation est extrêmement rapide, mais c'est 6 mois qui comptent pour plus que ça, hein, ça qui compte davantage d'une intensité, l'engagement même physique. Ouais. D'ailleurs je vous proposerais que nous lisions un paragraphe où Paula est dans sa chambre, donc ça commence à la fin de Post-it. Paula est dans sa chambre et elle est en pleine séance de travail. Sa chambre prolonge l'atelier de l'école, pareillement exposé au nord et tout aussi mal chauffé. Ses draps puent l'essence, son pyjama est taché de peinture, les godets sales envahissent le rebord de la fenêtre et des panneaux ratés de verre de mer jonchent le plancher. Elle pensait que ce marbre-là serait facile à peindre, puisque simple, monochrome, la mer la nuit, la mer épaisse, basaltique, un noir émeraude parcouru de filaments d'un vert plus clair, la serpentine, ou blanc, le talc, formant en surface un filet souple, fibreux, semblable à du coton hydrophile que l'on aurait déchiré, mais à l'inverse, c'est une variété que seuls les peintres d'expérience se risquent à réaliser, ce qu'elle ignore. Il faut donner de la profondeur à la pierre, et pour cela entrer dedans, descendre à l'intérieur, mais elle n'y parvient pas, elle se noie. Voilà, c'est un passage très très intéressant dans sa courbe d'apprentissage. Oui, alors c'est presque plus qu'un apprentissage, je pense que c'est vraiment une forme d'initiation, c'est-à-dire quand elle... Non, mais c'est et un apprentissage, mais et une formation, et peut-être plus encore une forme d'initiation, au sens où, même, j'allais dire, au sens ethnographique du terme, quoi. Il y a comme une espèce de... Elle va passer à un autre seuil, elle va changer de statut, donc elle rentre dans cette école, elle va recevoir là des outils, enfin, des instruments, donc des pinceaux, des couleurs, des mots. Hein. Elle va devoir se familiariser avec une nouvelle langue, qui est la langue de la peinture, la langue des pigments. Et puis, et elle va devoir apprendre des gestes, et puis même son corps va être soumis à ce qu'elle appellera le baptême du feu, c'est-à-dire elle va devoir peindre des heures durant, debout, dans les vapeurs d'essence, de térébenthine, de colle et de vernis. Donc il y a une certaine défonce là, qui pour moi est connectée peut-être aux huttes de sudation chez les Indiens. Vous voyez, elle est vraiment initiée comme le serait un adolescent dans une tribu primitive où il y a cette espèce de rite pour passer d'un âge à l'autre, et c'est une espèce d'effet de seuil. Et vraiment, cette école, c'est vraiment un effet de seuil, c'est-à-dire qu'elle est appelée, elle rentre, c'est un espace assez clos, tout se passe entre les élèves de l'école, ils ont trop de travail de toute façon pour aller bagnauder à l'extérieur, et ils doivent se ressourcer sur place, y compris sur le plan sentimental, affectif et tout. Et au sortir de cette école, voilà, le monde s'ouvre à elle. Elle est comme un grand singe sur le seuil
voilà, d'une forêt et elle doit apprendre la liberté. Et cette formation donc, est très rapide et se conclut. Alors, j'aime beaucoup cette idée de parcours initiatique et la formation me rappelait presque celle du compagnonnage, où à la fin, chaque étudiant doit faire son chef-d'œuvre. De fait, à la fin de cette formation qui dure 6 mois mais qui est très intense, donc il y a d'abord les bois, puis les marbres, puis certains décors, etc., ils doivent réaliser ce qu'ils appellent le panneau du diplôme. Et Jonas va choisir un bois, Kate un marbre, le portor, et Paula va choisir de réaliser de l'écaille de tortue. Et donc du minéral, du végétal, de l'animal, et en fait, ils ont appris de quoi reproduire les matériaux qui forment le monde, et maintenant peut-être habiter le monde, enfin. Et alors, on est aussi tout à fait soufflé par le champ lexical que vous nous proposez. Donc vous disiez la langue des peintures, la langue des pigments, et à la fois c'est presque poétique dans l'utilisation des mots. Moi j'en ai appris, d'ailleurs je les ai sans doute déjà oubliés, mais en tout cas vous nous confrontez à un champ lexical qui est extrêmement riche, technique, précis, extrêmement détaillé. Qu'est-ce que vous avez voulu provoquer chez votre lecteur? Quel est le... Alors c'est moins, en fait je pense que c'est moins des choses que je veux provoquer chez le lecteur, qui est une entité quand même assez abstraite quand j'écris. Je veux dire, on n'écrit pas... il y a cette phrase de Barthes que j'adore, il dit écrire ça se fait à deux, certes, mais le lecteur n'est pas quelqu'un dont on a une vision, qui aurait, je sais pas, une sociologie qui serait quelqu'un à séduire. Mais en revanche, cette initiation de Paula, je pense qu'elle vaut pour moi, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que de livre en livre, après la construction des ponts, la transplantation des cœurs, il y a... le roman est un peu, pour moi, une espèce d'entreprise de décentrement et d'initiation renouvelée. C'est-à-dire que c'est toujours des livres où moi j'arrive en ignorante, vraiment en néophyte, et il y a une approche qui est de l'ordre de l'initiation. Et je me disais ces derniers temps que c'est comme si je demandais au roman d'être pourvoyeur d'initiation pour moi-même, c'est-à-dire comme si je disais « initie-moi, je veux être initié ». Et de fait, ça se passe évidemment beaucoup dans le langage, puisque mon français est toujours remanié, bougé, métamorphosé par ces lexiques qui viennent de ces mondes et que je connais parfois en même temps que le lecteur quand il le lit. J'ai assez peu d'avance sur le lecteur quand j'écris. Ça, c'est aussi une position que j'aime assez, c'est-à-dire que je m'initie à la peinture peut-être à même vitesse que lui s'initiera à la peinture en lisant le livre s'il ne l'est pas précédemment. Donc en fait, il y a un vrai... on avance latéralement. Et moi, j'ai un travail vraiment qui insiste beaucoup sur cette espèce de plan de latéralité entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire que pour le coup, on avance ensemble. J'ai un peu d'avance parfois parce que j'ai peut-être l'action d'après, ou plutôt par exemple dans ce livre, je savais moi que je voulais arriver à Lascaux, mais j'ai pas tellement d'avance sur le lecteur, et pour le coup, ces mots, après, ils ont pour moi une dimension poétique, ils ont aussi une dimension de précision que je trouve très, très forte, et aussi, ce qui est important, c'est le fait que, par exemple, là, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi les outils, enfin les instruments, les pinceaux, parce que ça renvoie immédiatement, ça me connectait à ce motif de la préhistoire et des outils qui sont si prégnants, parce que par les outils, l'homme du paléolithique il va s'approprier le monde et sans outils il ne peut pas survivre en fait, quasiment. Donc, et on connaît ces sociétés à partir des outils qu'ils ont laissés, voilà, la pierre d'étail, la pierre gravée, etc. Et du coup, on sait que c'est vraiment pour moi des motifs qui me connectent à la préhistoire, de même que pour chaque trait, ça c'est merveilleux, pour chaque trait de peinture, il y a un pinceau qui existe.
c'est absolument extraordinaire. Je trouve ça assez fascinant, hein, que pour un trait large, c'est tel truc, pour un trait fin, tel... Et puis, c'est pas non plus le même poil, c'est le poil de la soie de porc pour tel trait, le poil de marbre là, le poil d'ours, etc. Et ça aussi, ça construit un espèce de bestiaire que l'on retrouve à la fin sur les parois des grottes. Et donc, il y avait aussi, dans ce livre-là, par ailleurs, c'est une pratique qui est la mienne, hein, dans les ponts et dans Réparer les vivants, il y a du vocabulaire technique. D'ailleurs, c'est des lexiques que j'apprécie beaucoup parce que c'est des lexiques totalement désactivés dans la littérature. Et moi, je me donne un peu pour mission de les réactiver et de les réenchanter possiblement dans le roman. Et c'est vrai que voilà, c'est un parti pris et ça caractérise un peu mon travail. Mais là, dans ce livre-là, je trouvais ça d'autant plus fort et d'autant plus cohérent qu'au-delà de leur dimension de précision, dimension poétique, ça avait un lien avec ce temps d'avant, voilà, ce temps d'avant l'écriture. Alors l'initiation est sémantique, effectivement, comme Paulan, nous la découvrons au fur et à mesure de notre lecture. Il me semblait aussi intéressant de vous entendre sur la dimension physique. La formation est incroyablement douloureuse. Enfin, je crois que si vous avez eu l'occasion déjà de peindre un plafond, au bout de 3 minutes, vous avez déjà pris de tension à peu près dans tout votre corps. Et c'est incroyable comme vous réussissez à convoquer ces tensions et cet apprentissage physique de la peinture. C'est extrêmement charnel en fait. Oui, alors ça c'est très important parce que, au-delà de l'écriture du corps et que tout passe par les corps, etc., c'est que dans le cas de Paula, elle est copiste. Et la copie, c'est quoi? C'est précisément quand même être traversé par l'œuvre que l'on peint. C'est-à-dire, pour le coup, je pense beaucoup, là, en ce moment, voilà, les moines du Moyen-Âge, je veux dire, toute l'œuvre, toutes les connaissances occidentales, elles passent par de la philosophie ou des grands textes, passent toujours par leurs mains, c'est-à-dire que le copiste, il est traversé par l'œuvre, et ça se passe dans son corps. Et dans la copie, il y a évidemment un enjeu d'incorporation, d'imprégnation, d'appropriation. Le copier, ça n'est jamais donner un reflet. C'est aussi une opération qui est beaucoup plus intéressante, qui convoque évidemment le cœur, le corps, mais possiblement l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a de l'imagination, il y a de l'interprétation, et ça demande au corps d'être présent. Et c'est là où votre titre résume finalement extrêmement bien le propos. Un monde à portée de main, on a un livre qui est tactile, qui est presque digital au sens primaire, quoi. Elle réussit à appréhender le monde à travers sa main, transférer son intelligence dans sa main et dans son pinceau. Oui, alors, dans ce titre-là, ce que j'aimais, c'était aussi l'idée que si le monde est à portée de main, il n'est pas dans la main. Hein. Il faut quand même faire le geste de tendre la main pour le toucher. Alors c'est un titre que j'aime beaucoup parce qu'il y a la dimension de préhension, et d'appréhension, ça renvoie aussi au toucher, à la main, à la création, etc. Et au sens, au monde sensible. Mais il y a aussi cette idée que il faut faire un geste vers le dehors. Et ça me renvoie aussi à ce projet, au projet littéraire qui est le mien, qui quand même sont souvent des gestes qui sont tournés vers le dehors, alors pour mieux rebrasser mon intériorité. Hein, mais cela dit, c'est quand même, il faut tendre la main. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'histoire du copiste qui est traversé par l'œuvre, voilà, tous les cieux, tous les marbres, etc., ils passent quand même par la main de Paula. Ça renvoie encore aussi aux mains négatives qu'il y a dans les grottes, et positives aussi. Et voilà, il y a à des grands textes, voilà, au texte de Le Roi Gourmand sur la main, etc. Et c'est vrai que je trouve que ce titre, il dit bien aussi, parce que vous parliez tout à l'heure du fait que c'était une séquence de souffrance, hein, cet apprentissage. C'est vrai que c'est dur, c'est douloureux. Mais j'ai l'intuition, alors après je ne suis pas du tout pédagogue et tout, mais qu'apprendre c'est quand même se séparer. Hein, qu'il y a dans tout apprentissage, il faut se déceler de quelque chose pour
redevenir innocent et accueillir autre chose. Je pense qu'il y a dans cette espèce de séparation, et là c'est quand même un roman qui est un roman de sortie de l'adolescence, hein, et d'entrée dans l'âge adulte, donc c'est un temps de sortie de l'adolescence où il faut quand même qu'elle se décèle de cette espèce de cocon de la rue de Paradis pour arriver rue du Métal en fait. Le Métal qui n'est pas l'enfer d'Héphaïstos, mais qui quand même a quelque chose à voir avec le forgeron, mais il y a quand même quelque chose à voir avec un truc un peu douloureux, mais éclatant aussi. Et alors, sortie de cette adolescence, cette phase de formation, on est contraint de passer sur l'épisode de la Cinecittà, même si c'est un passage tout à fait savoureux de votre roman, pour arriver à l'élément central qui est donc la grotte de Lascaux. Et là, vous entremêlez les travaux entrepris par Paula, et vous allez nous en parler, avec l'histoire de la découverte et puis des différents Lascaux 2, Lascaux 3, je me perds dans les chiffres, c'est ça, hein. Donc on y arrive, et c'est vraiment le dernier quart de votre livre qui est vraiment, qui vient mêler l'artisanat à la naissance de l'art finalement. Oui, en fait, au terme de cette initiation, elle se retrouve pour le coup sur le seuil initial et même en position, j'allais dire, initiale devant ce qui est ce qui a été décrit comme étant le lieu de la naissance de l'art ou de l'enfance de l'art. Et la question de l'enfance est très présente dans le livre parce que voilà, quand elle peint, elle se souvient de son enfance, hein, c'est-à-dire que son enfance revient dans ces moments de peinture, ces moments où le temps revient, qui est le titre de la deuxième partie. Et voilà, et quand elle arrive à Lascaux, elle est embauchée sur le facsimilé de Lascaux 4. Hein, donc Lascaux... c'est celui qu'on visite actuellement. Oui, c'est celui. Oui, en fait, on peut visiter Lascaux 2 également. Lascaux 3, ce sont des panneaux mobiles qui sont plutôt des expositions pour des expositions internationales. Mais donc les deux artefacts, les deux anamorphoses qui ont été créés, c'est Lascaux 2 et Lascaux 4. Et en fait, d'ailleurs, elle va remplacer Jonas, hein, qui est son colocataire de Bruxelles. Et à ce moment-là, il y a ce qui revient, c'est ce que disait la dame au col roulé noir qui a enseigné à Bruxelles. Super personnage. Ouais, qui était cette femme qui enseigne la règle, quelque chose de canonique, d'académique, hein, qui rabat tout le monde sur le métier, mais dans un voilà qui va leur permettre d'ailleurs de s'exprimer, mais vraiment à travers quand même une acquisition assez cadrée. Ouais. Et en fait, elle disait pensez à peindre avec toute votre intériorité, etc. Mais surtout, ce qu'elle enseignait à Paula, et elle s'en rappelle au moment d'entrer dans ce facsimilé où elle rejoint d'autres braqueurs de réel, donc en fait d'autres peintres en décor comme elle, d'autres faussaires. C'est l'idée que la peinture, faire un facsimilé, il faut tromper et détromper, l'œil est d'abord trompé, et puis il faut lever l'impostura pour se rendre compte qu'il y a un travail et qu'il y a du merveilleux. Et puis surtout, elle finira par dire qu'il faut faire légende, hein, faire histoire, entretenir un rapport. Et ça m'intéresse beaucoup, c'est l'idée que comment est-ce qu'on noue un rapport avec un sujet, comment est-ce qu'elle dit, si tu veux peindre les bois, peindre une forêt, il faut que tu tisses un rapport avec la forêt, il faut que tu fasses histoire avec elle, il faut que tu fasses légende avec elle. Et donc, rentrer dans la pierre, descendre dans la pierre et tout. Et donc Paula, elle va devoir apprendre, elle va s'intéresser à la légende de Lascaux, qui est une grotte qui n'est pas la plus ancienne, la plus ancienne, et pour certains, celle qui a supplanté Lascaux, c'est Chauvet, parce que c'est 36 000 ans, et puis c'est l'œuvre d'un groupe, peut-être d'un seul groupe, et en tout cas, c'est une grotte très graphique, où les œuvres pariétales ont ce graphisme très puissant. À Lascaux, c'est une grotte différente, d'abord c'est 18 000 ans, elle est plus récente, mais elle a une histoire, et elle a une histoire, j'allais dire, nationale, c'est-à-dire que le pays, notre imaginaire, a eu le temps de tisser un lien avec Lascaux. Et voilà, il y a une légende très belle, et d'ailleurs connue, et
voilà, qui est assez merveilleux. C'est le club des 5, cette histoire. C'est le club des 5, les quatre adolescents, le chien, qui vont toujours se balader, qui vont... en fait, la veille, l'un d'entre eux est allé avec son chien sur la colline, il jette un bâton, le chien va fouiner là où le bâton est tombé, il y a un petit trou, et Marcel Ravida va jeter un trou dans un caillou dans ce trou, et il va entendre que c'est creux en dessous. Et alors ça, c'est toute l'histoire de « il faut imaginer hein, », des pangolins, et puis l'histoire des autres mondes, des mondes souterrains, qui renvoie Paula à son propre nom, le nom de karst, puisque le karst, c'est un paysage, c'est le nom d'un type de relief géomorphologique, hein, c'est le relief karstique, hein, c'est donc exemplairement la grotte de Lascaux, c'est-à-dire c'est un karst, à l'intérieur c'est un sol où il y a du ruissellement, donc on creuse des grottes, enfin des grottes se creusent, des chambres ornées, qui peuvent être ornées, en tout cas il y a des galeries, il y a tout un réseau comme ça de galeries souterraines et parfois des rivières aussi souterraines, et ça c'est les paysages karstiques, en tout cas le massif creusé de Lascaux. Et en fait, elle va être assez quand même sidérée par le fait que dès le départ, la grotte va produire des images, parce que les garçons vont donc explorer cette grotte pendant 3 jours, mais très vite, il faut dessiner quelque chose, l'apporter à l'instituteur, puis envoyer un meilleur dessinateur qui va l'apporter au pape de la préhistoire, l'abbé Breuil à l'époque, puisque c'est une époque où en fait les préhistoriens sont des abbés, hein, il y aura l'abbé Breuil qui crée la discipline quasiment, et puis l'abbé Glory. Et en fait, voilà, il y a un moment donné, alors tout ça touche à la croyance, et c'est un moment où pour moi le livre se noue beaucoup, puisqu'en fait dans cette histoire de trompe-l'œil, il faut donner à croire. La question qui revient régulièrement dans le livre, c'est est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on y croit, je sais pas, à l'amour, à cette peinture, à Dieu? Et Paula, elle avance comme ça, et finalement, à la fin, dans cette grotte, eh ben, il y a des enfants, il y a des prêtres, il y a des dessinateurs qui viennent recopier des fresques pour faire authentifier un espace merveilleux. Et moi, c'est une histoire qui m'émerveille. Et ensuite, ce qui est encore plus fort, c'est que cette grotte se retire de notre espace visible, puisqu'elle est fermée en 63 par Malraux, parce que voilà, il y a près 1 million de personnes qui ont pu voir les peintures, mais la grotte s'est abîmée, donc c'est fini. Et en lieu et place de cet espace, on va construire les facsimilés. Donc Lascaux 2 d'abord, puis les 3, comme je vous ai dit, les panneaux. Et enfin Lascaux 4, qui est quasiment la totalité de la cavité, donc décor minéral et pariétal inclus, excepté ce qu'on appelle le cabinet des félins, qui est un petit coin d'ailleurs très inaccessible. Mais sinon, voilà, on parle de réplique, on parle de clonage. Et Paula, elle se rend compte à ce moment-là que elle qui travaille en fait à instaurer des fictions, en fait tout ce qu'on apprend, à quoi on a accès comme vérité en pénétrant et en travaillant à élaborer des fictions, notamment l'histoire de la préhistoire, c'est-à-dire qu'elle va connaître aussi en travaillant sur ce facsimilé. Et puis, finalement, elle va aussi se rendre compte qu'il y a avec Jonas une histoire karstique, enfin vraiment très souterraine, qui court tout le long du livre, et qui va être inventée comme on invente une grotte à la fin de l'histoire, puisqu'en fait, ils ne vont rien faire d'autre que de découvrir ce qui a toujours existé. À ce moment-là, ils sont comme des inventeurs, parce qu'en archéologie, les découvreurs, on les appelle les inventeurs, et en fait, les inventeurs, ils dévoilent juste ce qui existe. Ça, c'était comme ça. C'est un moment où le livre se rassemble et se noue, en tout cas pour moi, j'ai pensé un peu comme ça. Mais c'est ce qu'on constate dans cette histoire d'amour qui, dès la première rencontre, quand ils sont colocataires à Bruxelles, finalement se noue à la toute fin du roman. On se doute bien qu'il se passe quelque chose de très très fort entre ces deux j'allais dire artistes. Ils vivent un peu côte à côte, et puis lui, il l'initie vraiment, parce qu'en fait c'est lui qui lui dit, mais si tu veux peindre un marbre, il faut que tu saches d'où il vient. Et peut-être même on pourrait aller dans cette carrière de pierre, donc il y a toute une scène du livre assez centrale de mon point de vue, où ils vont ensemble dans une carrière de pierre, et lui fait le récit de toute cette carrière, de la formation du monde, de la formation de la pierre, et à partir de là, elle relève la tête en fait, et elle va aller au bout de cette histoire.
C'est sa première descente dans la pierre. Ouais. C'est le premier moment où elle s'immerge, c'est un moment assez immersif dans la pierre. Ouais. De connexion avec la matière. Bref, si vous n'avez pas encore lu le livre, je crois que vous avez désormais très envie de le découvrir. Il nous reste un petit peu de temps, est-ce que vous auriez des questions peut-être ? Moi j'avais envie de vous questionner sur Jonas, mais on vient d'en parler. J'ai été aussi, dans le rapport à la croyance que vous évoquez, parce que finalement tout ça était peut-être, est-ce que c'est qui du mensonge, qui de la réalité, qui de la vérité, j'étais aussi tout à fait saisi de la confrontation que vous nous proposez entre la technologie extrêmement forte et l'authenticité, la démarche des copistes, donc notamment sur Lascaux, c'est-à-dire que cette grotte est reconstituée à l'aide de nuages, de points 3D, donc en utilisant des technologies extrêmement pointues, mais finalement pour revenir à l'authenticité du poil qui aurait pu être utilisé 18 000 ans en arrière. Alors c'est en ce sens-là que c'est un monde assez fascinant et qui nous donne l'occasion, quand on l'approche mais aussi quand on va sur des vrais sites, de nous placer devant le temps. Ce qui va se passer pour Paula au moment où elle va rejoindre ce site de Lascaux, c'est aussi qu'elle va se retrouver être un peu contemporaine des peintres de la préhistoire, puisqu'elle va devoir reproduire leurs gestes finalement pour repeindre à son tour ces taureaux, ces mammouths, ces bisons. Et ça c'est assez fort parce que pour le coup, on est toujours dans un geste, et ça c'est des choses qui me touchent beaucoup, c'est la coïncidence dans le monde que l'on habite entre des gestes extrêmement archaïques et puis l'hypertechnologie, et que les deux peuvent être contemporains à un moment donné dans un espace donné. J'avais éprouvé ce sentiment-là assez fortement dans le bloc opératoire de Réparer les vivants, où finalement on est face à des écrans et à des techniques de prélèvement, et puis surtout en fait c'était moins le prélèvement que la mise en circulation du sang, mais extracorporelle, c'est-à-dire que tout le sang, tout le système de circulation est extracorporel. Donc des embrouillamini de tuyaux, etc. Et puis donc des choses assez sophistiquées, plein d'écrans, et puis pourtant à un moment donné, vraiment le chat et l'aiguille et la couture qui est quand même le geste du paléolithique. Et du coup, ça je trouve ça assez émouvant, et moi j'aime assez aller me frotter à des choses assez archaïques dans les livres, et pour le coup la peinture, et la peinture au soufflet, le pochoir, le fait d'aller ramasser des ocres à ses pieds pour en étaler sur les murs, et puis essayer de reproduire, et peut-être aussi d'imiter, en tout cas de donner à voir la nature, ou alors dans le cas de Lascaux, les interprétations sont plutôt, il y avait une dimension de mythe, de mythographique très importante dans les parois, dans les peintures. Ça me touche beaucoup. C'est-à-dire, et finalement, je trouve ça assez beau que ces facsimilés, ils aient convoqué des hommes et des femmes pour les faire, et pas que des machines, justement, et pas que... on aurait pu aussi penser qu'il peut y avoir des imprimantes 3D de plus en plus sophistiquées, ou alors des projections au milliardaire de points de certains pigments élaborés scientifiquement. La grotte, elle est, cela dit, quand même d'abord façonnée avec un fraisage millimétré au milliardaire de points à partir du scannage de la grotte. Mais finalement, il y a quand même des sculpteurs qui passent, qui rajoutent des choses, et si vous voulez, c'est aussi une œuvre humaine, en fait. C'est ça aussi le paradoxe. C'est une œuvre, et c'est une œuvre qui s'use, et c'est une œuvre qui est sensible au climat. Enfin, de fait, d'une certaine manière vivante, en fait. Et c'est une œuvre vivante, oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait... Merci. C'est ce qui fait aussi de cette visite du site de Lascaux un moment extrêmement touchant. Oui, parce qu'en fait, il y a de la reproduction, il y a de la réplique, mais il y a aussi toujours cette espèce de moment un peu humain, en fait, qui touche à quelque chose de plus aléatoire qu'un trait
peint par ordinateur. Et elle se rend compte. Et de fait, il y a aussi encore de la... Même si ce qu'on commande aux faussaires, c'est ce qu'on disait à Paula à l'école de la rue du métal, c'est de s'abstraire de la peinture. On ne doit pas sentir la personnalité du faussaire. Hein. On s'efface complètement devant la peinture, on s'efface devant Lascaux. Ce qui compte, c'est reproduire l'œuvre. Et le peintre s'efface devant l'image. Alors il y a une femme, la femme qui a fait Lascaux 2, qui est une femme assez extraordinaire, bon, je cite son nom, mais vraiment je n'ai pas développé, mais qui s'appelait Monique Pétral. Elle a fait une œuvre qui était aussi son œuvre. Hein, c'est-à-dire qu'elle a peint, elle a recopié la grotte, mais elle l'a beaucoup interprétée aussi. Et ça en fait une œuvre très émouvante, très splendide, où elle était quand même présente. Paula, elle va prendre conscience de tout ça dans ce lieu qui est encore une fois un lieu de naissance, un lieu initial et un lieu à partir duquel voilà, il se passe aussi autre chose. C'est comme un autre effet de seuil. D'ailleurs, c'est très beau quand elle accepte de lâcher la tentation narcissique de devenir artiste pour pleinement accepter son état de copiste. C'est très très beau ça. Mais d'ailleurs, elle ne fait pas tellement la différence, et je dois dire quand même que le livre ne fait pas du tout la différence. La question du livre n'est pas du tout de savoir qui est artisan, qui est artiste, etc. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas tellement. Parce que ça, c'est des espèces d'onctions qui sont données par des moments d'histoire de l'art, d'histoire de la critique, etc. En fait, d'ailleurs, elle le dit, son père lui dit à un moment, mais alors tu vas faire des chantiers, elle est jeune encore, elle a 21 ans à ce moment-là. C'est 6 mois de formation, elle annonce qu'elle ne va pas continuer une autre formation, alors que ses parents lui proposent de partir ailleurs et tout. Elle dit non, moi, je veux me trouver d'autres chantiers. Et son père lui dit, mais je croyais que tu voulais être peintre. Et elle répond, non, je veux peindre, c'est tout. Et c'est pas pareil. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'exaucer le faire, le fait d'être dans des formes d'action. Et la question, d'ailleurs, Jonas lui-même, à un moment donné, alors, il la lâche un peu, il dit mais moi il veut inventer, mais en fait en même temps ce qui émeut Paula, c'est inventer, c'est aussi dévoiler ce qui existe, elle s'en rend assez compte, et puis surtout ils sont quand même des êtres de lisière qui sont sans arrêt sur cette espèce de crête entre artiste et artisanat. C'est pas très grave. Jonas à un moment il dit mais si, et Kate aussi dit mais moi je suis une artiste, je veux pas copier tout le temps, et puis Jonas dit qu'il veut même peindre, et du coup il y a une exposition qui est programmée, qui se passe pas très bien. Et en fait ils sont un peu tentés par cette idée d'être des créateurs. Mais Paula, je trouve qu'elle est plus intéressante parce qu'elle a dépassé cette question. La question d'être artiste ou artisan, elle s'en fiche un peu. Elle, ce qui compte, c'est l'expérience en fait. Et ça, je trouve que c'est assez beau. Merci Maëlys de Kerangal. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame Pardon. Mais un peu tard peut-être. Je trouve que vous présentez très bien votre démarche. Elle est tout à fait intéressante, passionnante, même la démarche de rentrer dans un sujet, de se plonger dans la partie technique et tout ça. Et comment vous arrivez à choisir un sujet, à vous plonger dedans, à voir toute la technicité. Enfin, je ne parle pas de l'aspect littéraire qui est aussi très intéressant, mais bon. Et à avoir à la fois l'aspect technique, l'aspect humain aussi, parce que vous rentrez dans le monde qui est autour de ça, enfin je dirais, dans des mondes qui sont très différents dans vos livres. Est-ce que ça vous nourrit longtemps? Est-ce que vous y pensez longtemps? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que pour un sujet? Est-ce que... Voilà, c'est peut-être que... Excuse, j'aurais dû la poser. Non, je vous en prie. En fait, si vous voulez, c'est quand même, je suis un peu comme cette fille qui ressaisit quand même beaucoup de choses de moi. Il y a un peu une dimension d'art poétique dans ce livre. C'est-à-dire que, de fait, c'est quand même l'idée de s'initier et surtout moi, je crois que ce que je demande au roman, c'est quand même vraiment qu'il m'entraîne vers d'autres mondes et d'autres langues. Et je trouve aussi qu'il y a une dimension de connaissance dans le roman, et ça me fascine énormément qu'une œuvre inventée, fausse, comme le facsimilé, puisse atteindre des vérités et toujours auxquelles nos vies ne nous donnent pas accès. Enfin, moi j'ai relu Les Misérables il y a 2 ans. Franchement, c'est extraordinaire ce que l'on atteint comme précision,
que ce soit dans le langage des gamins de Paris, dans l'architecture, il y a une dimension de connaissance hyper forte dans le roman, et y compris dans l'amour, puisque dans ce livre-là, par exemple, elle se sert d'Anna Karénine pour essayer de voir un peu où est-ce qu'elle en est avec Jonas, et c'est quoi l'amour en fait. Et alors, je dirais qu'en fait, voilà, ces mondes, ils ont toujours quelque chose à me dire de moi-même, et je pense que je suis toujours très connectée quand même intimement à ces mondes si différents. Pour les ponts, c'était très lié comme à la fois à un paysage natal, enfin, pas natal, mais le paysage de l'enfance, qui est les ponts sur la Seine, enfin, et notamment le fait que j'ai vu la construction du pont de Normandie. Enfin, vous voyez, ces grands ponts sur la Seine, ils ont scandé quand même beaucoup mon enfance. Et puis il y avait une dimension un peu politique, voilà, comment on fait pour raccorder des lieux antagoniques, etc. Ça m'intéressait beaucoup, cette question-là. Et puis, bon, après, Réparer le vivant, c'est un livre aussi qui a eu une impulsion plus intime, parce qu'à ce moment-là, moi, je vivais en fait, une expérience assez... J'étais un peu dans le sillage, dans le ressac même d'un deuil violent, et du coup, d'ailleurs, j'ai arrêté d'écrire ce livre, et puis j'ai tout arrêté. Et puis si vous voulez, il y a quand même des connexions à ma vie, c'est quand même assez intime. Et là, dans ce livre-là, c'est vrai que La grotte de Lascaux, c'est une longue histoire pour moi, je pense depuis longtemps, et c'est aussi le légendaire de ma famille. Par exemple, il y a des gens qui ont vu la grotte, vous voyez, c'est assez merveilleux quand quelqu'un l'a vue la vraie. C'est toujours j'ai vu la vraie, et la vraie, on la raconte. Ça passe beaucoup par les récits. Et donc, en fait, ces mondes, ils sont à la fois très hétérogènes. Ma vie, j'y ai pas du tout accès. Moi, j'ai une vie très ordinaire. Voilà. Mais en fait, ce qui est magnifique dans l'entreprise littéraire, c'est qu'on s'y importe, et que, parce qu'il y a une impulsion, souvent, il y a un nœud un peu qui a lieu avec votre vie intime, et qu'une fois qu'on y est, on s'y métamorphose aussi. C'est-à-dire que évidemment que ça touche beaucoup l'intériorité. Ce dernier livre, plus que les autres, au sens où il y a ces motifs autobiographiques, ça parle beaucoup de l'écriture pour moi. Et puis, voilà, donc je pense que c'est quand même des mouvements un peu, voilà, de décentrement, mais qui reviennent assez vite aussi interroger, voilà, la personne que je suis. Voilà. Mais il y a beaucoup de travail, mais en fait, il y a beaucoup de passion aussi. Il y a une forme de... Je pense que c'est aussi des mondes qui me fascinent, surtout les mondes sociaux. Par exemple, les mondes collectifs sont très fascinants, en fait, parce qu'immédiatement, voilà, il y a des êtres humains ensemble, il y a des relations qui se nouent. Enfin, je trouve ça toujours assez fascinant. Et quand c'est autour d'un travail commun, je trouve que ce travail commun est un prisme assez merveilleux pour regarder finalement l'humanité qui s'y loge, en fait. C'est pas mal. Merci Maëlys de Kerangal, merci beaucoup, merci à vous. Alors vous nous faites le plaisir de signer quelques livres sur la table qui se trouvent juste sur votre droite, si vous le souhaitez. Et puis j'en profite évidemment pour rappeler que l'ensemble de votre production littéraire est absolument à lire. Et enfin, vous annoncez que la semaine prochaine, dans un registre très différent, nous recevrons Camille Pascal pour l'été des 4 rois. Merci à tous.